Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Close. Close, c'est quoi? C'est une série d'interviews qui part à la rencontre des meilleurs experts et expertes des équipes commerciales afin de découvrir comment ils contribuent à la performance commerciale de leur entreprise. Après avoir reçu des experts de chez Agicap, Salesloft, Ringover ou encore Glady, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir non pas une mais deux invités d'exception. Oui, c'est une première pour Close, mais c'est logique, vous allez voir au vu du sujet. Et donc j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux collaboratrices de chez Content Square, Lucille et Alix. Et donc en collaboration, elles vont nous délivrer toutes leurs méthodes, bonnes pratiques et conseils pour aligner ces équipes sales et marketing. Hello à toutes les deux, comment vous allez? Salut Dylan. Salut Dylan. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour participer à Close. Et donc, avant de démarrer cette interview et de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser vous présenter à tour de rôle. Ok, merci beaucoup, je me lance. Du coup, Lucille Foucard, bienvenue à tous et enchantée. Et merci encore Dylan pour l'invitation aujourd'hui. Je suis directrice commerciale grand compte chez Content Square depuis 2 ans. Peut-être un peu mon parcours. Je suis une ancienne de Salesforce, j'y ai passé 7 ans. Une ancienne de Microsoft où j'ai passé également 7 ans, toujours dans les fonctions commerciales, même si j'ai fait un tout petit peu de marketing à mon démarrage chez Microsoft. Et du coup, j'enchaîne. Alix Foudon, donc salut Dylan et encore merci et bonjour à tous. Merci pour l'invitation sur ce podcast et je suis ravie de le faire avec Lucille aussi sur ce sujet passionnant. Donc, moi, chez Content Square, j'occupe la fonction de directrice marketing France et Europe du Sud. Je suis arrivée en 2017 chez Content Square. On était 140 à l'époque, donc ça fait 6 ans que je suis chez Content Square. Et avant ça, j'ai travaillé pour le salon Maison et Objets, donc toujours dans le B2B, dans le marketing. Pas dans le SaaS, mais effectivement exclusivement dans le B2B. Ok, super. Merci à toutes les deux pour vos présentations. Et donc, pour ouvrir l'interview, on va commencer par se mettre d'accord déjà sur la thématique du jour. Et donc, qu'est-ce que l'alignement entre sales et marketing et pourquoi est-ce primordial selon vous? Un sujet passionnant qu'on adore dans notre quotidien avec Lucille. En gros, pour nous, l'alignement du coup entre sales et marketing, c'est déjà premièrement une vision commune du business. C'est 2 départements avec des priorités business du coup qui sont définies et alignées sur effectivement les KPI et les différents objectifs. Et en gros, on peut reprendre ça et j'ai fait un parallèle sur le bon suivi du cycle de vie du lead, d'un meeting et d'un deal après côté sales sur la partie marketing et du coup sur la partie commerciale. Ok, très bien. Bon, maintenant qu'on a la bonne définition du terme, on va pouvoir attaquer et on va commencer par la première partie qui va reprendre globalement les étapes à suivre pour avoir un alignement parfait entre sales et marketing. Et donc, la première question pour ouvrir ce sujet, c'est quelles sont les étapes indispensables à suivre pour créer une synergie entre sales et marketing? Oui, alors Dylan, ça c'est une grande question et je pense qu'avant ça, pour repréciser encore et compléter ce que disait Alix, l'alignement entre sales et marketing, c'est encore primordial pour 3 sujets majeurs qui sont Ouais. d'aider et d'adresser nos clients. Donc, en tant qu'entreprise, Content Square, c'est d'adresser nos clients et prospects de la bonne manière, au bon moment, avec le bon contenu. 2, aider les commerciaux à toucher de nouveaux interlocuteurs. Et on va le voir, on va en discuter, à adresser ces nouveaux interlocuteurs autour de potentiels projets qui vont devenir potentiellement du pipe. Mm. Et enfin, le dernier axe qui est majeur quand même dans l'événementiel et dans la partie marketing, c'est d'assurer la rentabilité et la pertinence de nos dépenses marketing. Donc, associé à ces 3 objectifs qui sont pour moi l'enjeu majeur de l'alignement entre le sales et marketing, on va définir des étapes. Des étapes qui vont en fait être déclinées ces 3 objectifs. Les premières, ça va être en effet de définir les KPI, parce que quand on parle de nouveaux interlocuteurs, de nombre d'événements, de rentabilité, etc., ça va être de définir quels KPI vont être suivis pour s'assurer de la bonne synergie entre les 2 équipes. De la communication, on va le voir, c'est un gros sujet et c'est vrai que je suis ravie de faire aussi ce podcast avec Alix parce que j'ai jamais travaillé, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises, des grandes entreprises, mais Content Square a vraiment un focus, un lien entre le marketing et les commerciaux qui est très spécifique et qui fait qu'on est vraiment en co-construction. Et donc, la communication est un aspect clé de cet alignement. Et dans cette co-construction, le dernier axe pour moi, c'est la partie roadmap. Parce que voilà, on est aussi hyper réactif, mais on a aussi besoin d'anticiper. Donc, on va avoir des changements de stratégie en fonction d'années, donc sur des industries prioritaires, des événements locaux par rapport à chaque secteur, par rapport à une région, etc. Et
par exemple, on a aussi un besoin d'agilité sur certains aspects. Et donc, on co-construit ensemble certaines roadmaps. On va se dire, là, il y a un focus à faire sur l'industrie du luxe. Donc, finalement, on va participer à un dernier livre pour faire un peu d'évangélisation autour de ça. Donc, on a Content Square qui a participé. On a écrit un chapitre dans le livre Luxe et Digital, par exemple. Mais également, suite à ces focus sur la partie luxe, on a fait intervenir LVMH au CX Circle l'an dernier. Donc ça, c'est un exemple quand on a une spécificité en tête d'adressage spécifique lié à la roadmap marketing et une collaboration, co-construction entre les équipes commerciales et marketing. Et on va y revenir. Pour moi, il y a un sujet majeur. C'est aussi comment on personnalise, mais ça, on va y revenir. Et c'est moins, je dirais, c'est une autre étape encore, une fois que la roadmap est définie. Mais je laisserai peut-être Alix compléter d'abord. Ouais, effectivement, je vais pas on le rappelle à la fin sur la partie personnalisation des événements, mais la préparation, elle est clé, dans tout et c'est une étape qui est effectivement, indispensable et qui prend du temps, qui est nécessaire parce qu'on a tout de suite envie de voir la finalité, d'avoir des leads, de rencontrer les gens et cetera ou effectivement d'avoir des leads qui tombent, mais la préparation, elle est key dans notre alignement et elle est vraiment essentielle chez Content Square et sur l'alignement sales et marketing. Très bien. Les KPI et la roadmap, c'est des points sur lesquels on va revenir un peu plus tard dans le podcast, donc je vais pas creuser là-dessus. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous, enfin, vous aviez d'autres choses à nous dire par rapport aux étapes ou c'était OK pour vous? Je pense qu'on… Ouais, Ouais. je pense qu'on est bon. Après, sur les étapes, on a les étapes habituelles entre l'alignement sales et marketing, entre guillemets, sur la préparation et l'anticipation, on l'a dit. Le traitement, effectivement, des leads et des focus qu'on va pouvoir faire et de la personnalisation à côté. Et effectivement, le suivi derrière pour tout le tracking. Et le tracking, on en reparle un petit peu aussi après, justement, derrière, dans cet alignement sales et marketing, pour être sûr dans les objectifs et du troisième objectif que Lucille, elle a dit sur la rentabilité du coup des dépenses et des activités marketing. Super. Merci à toutes les deux pour vos réponses. On va passer à la question suivante qui va aborder la communication. C'est que du coup, comment comment communiquez-vous entre départements sales et marketing, mais aussi au top management, cet alignement sales marketing? Chez Content Square, on a une particularité qui est peut-être pareil dans d'autres sociétés effectivement du SaaS, mais on a une hiérarchie qui est assez horizontale. Okay. On croit beaucoup aussi à la rapidité des échanges. Et là, je fais le lien avec un outil que beaucoup utilisent avec Slack. On utilise beaucoup Slack et finalement très peu les emails. Et c'est ce qui nous permet entre nous et surtout justement dans un objectif de pipeline, de closing, de deal, de suivi des différents leads qu'on peut apporter justement aux commerciaux, une rapidité d'exécution qui est juste essentielle en ces temps effectivement un peu compliqués. On croit beaucoup aussi au présentiel chez Content Square. On a eu effectivement tous le Covid, tous le télétravail, etc., qui est rentré dans notre quotidien. Mais nous, on est quasiment tout le temps au bureau, côté sales et côté marketing, et on est dans le même open space. Et en fait, on est tous là, même si côté marketing, on est au début de la chaîne et qu'effectivement, les commerciaux et les sales, c'est beaucoup closing et fin de chaîne. On est tous ensemble, on célèbre tous ensemble. Quand ça va pas, on s'entraide. On est tous ensemble et on est en fait finalement une seule et même team. On est une seule et même équipe. Et entre nous et dans les départements, il y a aussi, et on le verra un petit peu après, on en parlera un peu plus, tout le département de Sales Development représentative qui travaille du coup en lien avec nous, la partie marketing et la partie sales. Et pareil, tous ensemble, on forme en fait une seule et même équipe parce qu'on a défini les KPI ensemble, défini les objectifs ensemble et on s'est aligné en fait dès le début. Et quand on parlait de communication, on parle le même langage et on communique en fait énormément. La communication, c'est la clé. C'est parler le même langage, avoir les mêmes objectifs, qui soient définis de la même manière pour qu'on co-construise ensemble et que tout le monde soit aligné. Très bien. Je suis très aligné avec ce que tu me dis parce qu'on a la même philosophie chez Cobra, notamment sur le présentiel, mais aussi tu parlais d'outils comme Slack, donc totalement aligné avec toi. On en parlait en début d'interview des KPI et du coup, je vais creuser un peu le sujet. C'est pour vous, quels sont les KPI à suivre
pour s'assurer justement de cet alignement dont on parle depuis le début du podcast et comment vous les avez construits, ces KPI? Donc du coup, je peux prendre un petit peu ce point-là. En fait, c'est dans la communication, il y a aussi la partie, routine et KPI en effet qui font partie du langage de la communication. La base de toutes les manières, c'est que, on est quand même une société, basée sur, du commerce, d'accord? Donc les commerciaux et les équipes, au global, elles ont des objectifs à réaliser. Ces objectifs, ils sont, déclinés par, des quotas, de croissance et des quotas de rétention. Donc on a les 2 objectifs et qui ensuite vont se décliner sur, les événements et du coup l'ambition qu'on va mettre derrière. Donc le premier KPI, c'est vraiment la partie croissance, rétention, d'accord? On va avoir des chiffres et des quotas pour chacun des éléments-là. Ensuite, le deuxième KPI qui va faire découler en fait toute la roadmap et l'organisation qu'on va mettre derrière, c'est comment les atteindre. D'accord. Donc, comment les atteindre? Eh bien, en général, en fonction de chaque industrie, on va créer, on va avoir ce qu'on appelle une couverture de pipe qui va permettre de répondre et de permettre de répondre à ces objectifs de croissance qu'on a et des objectifs de rétention, les 2 cas. Donc du coup, associé à ça, on va, calculer, j'en sais rien, par exemple, qu'en fonction des territoires, on a un besoin d'un coverage de pipe à x3, x4, x2,5 en fonction de la maturité du territoire, de l'historique, de la croissance de ce territoire, et cetera, et cetera. Donc déjà, ça permet, aux commerciaux et aux équipes au global de se dire, de toute façon, pour atteindre tel objectif, au regard de l'historique du territoire, de la moyenne des deals, et cetera, on a besoin de temps. Donc déjà, moi, ma première, le premier KPI qu'on va regarder en dehors du quota qui redescend, je dirais, de l'organisation, qui est factuel et qu'on va pas pouvoir discuter, ça va vraiment être comment on va réussir et comment on va se projeter pour y réussir et donc quelle couverture de pipe on va devoir créer et aussi combien j'en ai aujourd'hui et combien il m'en manque. Et ça, vraiment, je vais demander aux commerciaux, avec, une étape qui est clé pour moi dans la routine d'un commercial et qui est co-construite aussi avec les équipes marketing, qui est la partie territory, compte plan ou territory en fonction des territoires. Parce que bon, moi, je suis sur la partie grand compte, donc on va gérer moins de comptes et on va être encore plus sur du spécialisé ou du personnalisé et plus encore, voilà, du sur-mesure et on y reparlera tout à l'heure. Mais donc la deuxième KPI, c'est maintenant que j'ai identifié le gap de couverture de mon pipe et de mes objectifs, comment je vais les créer et où est-ce que je vais les chercher et combien je vais réaliser d'événements, pour quel objectif, dans quel objectif, est-ce que c'est sur la rétention, est-ce que c'est sur la croissance, quel type d'interlocuteur je vais vouloir toucher parce que finalement, je l'ai bien identifié que la partie DSI, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'adressait pas, etc., etc. Donc, bien sûr, la première chose, la pipe gen, la progression de ce pipe-là aussi, parce que comme toute entreprise, on va suivre les stages. Et donc, nous, on a une répartition de la création de la pipe gen qui est répartie entre la partie SDR, dont parlait tout à l'heure Alix, la partie sales, propre aux commerciaux, la partie marketing avec une influence marketing et un petit peu la partie partenaire aussi qu'on démarre. Donc, c'est là, les différentes KPI, c'est la création de pipe gen, diversifiée par le nombre de sources, d'accord? Et après, la progression de ce pipe. La progression de ce pipe, tout simplement, c'est j'ai beaucoup de pipe en stage 1. Donc voilà, c'est les prémices d'une discussion, ce n'est pas une réelle opportunité. On n'a pas encore identifié le champion, les concurrents éventuels, le budget, etc. etc. Mais par contre, on va essayer de le faire évoluer. Et toute cette engine qui est marketing, partenaire, SDR, finalement, va nous aider à évangéliser, à faire maturer ce pipe jusqu'à ce qu'elle devienne de vraies opportunités, voire à la conversion. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais appeler pipeline et progression du pipe. Le deuxième, c'est moi, un autre KPI que j'aime bien qu'on suive quand même, c'est justement juste la participation aussi à ces événements-là. Parce que je pense qu'on oublie, on se focalise parfois et c'est assez standard de se focaliser sur la partie pipe gen, progression du pipe, etc. Mais on est dans un contexte marché qui est difficile, etc. C'est déjà aussi une super réussite d'avoir de la participation aux événements. Donc nous, on a, enfin je laisserai Alix aussi parler de ça, mais il y a un nombre de participants pour chaque événement qui est en cible. Mais après, comment on le décline et comment on individualise ces objectifs-là pour justement être beaucoup plus concerné par les événements et les résultats de ces événements-là, en voyant le nombre de participants, le nombre d'inscrits, éventuellement le nombre de no-shows, éventuellement le nombre de rendez-vous sur les événements, voire même engagé sur des postes ou de différents types de postes. On va de plus en plus, je le disais, sur la personnalisation et faire quelque chose de unique pour chacun des clients. Ok.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alix, ou... Oui, et du coup, en parallèle des KPI sur la participation aux événements, on a aussi toute la partie digitale et la partie contenu qui est justement hyper importante et qui, la finalité est comme sur la partie événements, sur la création de meetings, la génération de pipe pour les commerciaux, mais on a aussi, voilà, sur toute la partie contenu, en fait, on traque toute la consommation de contenu qu'on peut justement offrir du coup à nos prospects et à nos clients pour que justement les sales puissent avoir des follow-up et des suivis personnalisés après sur quel contact a consommé quel contenu et comment il a consommé le contenu pour qu'ils puissent et que les commerciaux et les SDR puissent justement suivre toutes nos activités marketing sur la partie contenu de manière personnalisée et précise derrière sur cette partie-là. Super, c'est très intéressant la partie analyse approfondie, enfin côté market pour les sales. Et du coup, vous faites, enfin, vous en parlez toutes les deux. Enfin, il y a une étude, vous avez chacune vos dashboards, on va dire, avec vos résultats, vous les partagez. Et après, tu me parlais de faire un point aussi aux sales, par exemple, sur la consommation de contenu. C'est quelque chose qui arrive de manière plutôt fréquente, une fois par mois, une fois par semaine, ou c'est toi, du coup, Lucille, qui leur dit, bah voilà, on sait que tel prospect, il a consommé 2 livres blancs, donc là, je pense que c'est le moment de l'appeler parce qu'il est chaud. Comment ça se passe, ce point-là? C'est un peu un mix de tout ça, Yann. Je pense qu'il y a des moments forts mandatory, j'allais dire vraiment nécessaires, obligatoires sur la communication. Tu vois, j'ai mentionné tout à l'heure les territories, mais je vais y revenir. On a une routine un peu concrète sur certains aspects. Après, le contenu, ça va être un petit peu en dehors en fonction des besoins. Mais déjà, cette routine concrète, peut-être Alix et moi, on peut en parler quelques minutes. Je pense que c'est super important. Donc, on fait des meetings weekly transverses toutes les équipes commerciaux où le marketing représente les événements avec ses objectifs, les dashboards. Et je confirme, on a le même dashboard. Des inscrits. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc ça, c'est transverse team. Ensuite, on fait des meetings dédiés par team en fonction, par exemple, sur les grands comptes, tu vois, en ce moment, moi, je vais faire un truc un peu plus spécifique parce qu'on est sur des comptes avec des ARR très importants. On va faire un engagement un peu différent pour les fêtes de fin d'année avec des cadeaux un peu plus personnalisés. Donc voilà, on va faire des choses par typologie d'équipe, voire par typologie d'industrie parce qu'on est vraiment en train de se segmenter plus par industrie qu'autre chose. Donc, on a des meetings dédiés par industrie avec des participants du côté marketing pour aller réfléchir c'est quoi les salons de cette industrie, c'est quoi, etc., etc. Et puis, transverse sales aussi, et aussi customer success et SDR, etc. Donc, voilà, on a des petits meetings dédiés par industrie. Ensuite, ce que moi, j'ai beaucoup fait cette année et vraiment qui a eu du succès, c'est aussi ce que moi, j'ai appelé avec mon équipe les War Rooms. Donc, avec les SDR. Donc là, on fait un meeting encore transverse. On a les SDR qui sont rattachés aux sales, mais qui sont cross-industrie et dédiés sur la génération de contacts, de nouveaux leads, etc. La partie marketing, où justement, dans une War Room, on va mettre une thématique liée à un événement, liée à un sujet, etc. Et on va préparer du contenu. Par exemple, j'ai voulu qu'on fasse une thématique sur la peak season l'année dernière, préparation de la peak season avec l'arrivée des fêtes de Noël, etc. Parce que nous, on est dans le e-commerce. Ouais. Travailler avec l'équipe d'Alix pour avoir le bon contenu en préparation de cette War Room. D'accord ? Et les SDR, eux, ils vont aller identifier les bons contacts. Et puis ensuite, à la War Room, on va avoir des slots et puis on va aller faire soit une campagne. Normalement, on a préchauffé avec une campagne email et là, on est plutôt sur une base de campagne de rappel avec des interlocuteurs qu'on a déjà identifiés, qui ont déjà été adressés avec ce typologie de contenu précis qu'on avait anticipé ensemble. Donc voilà, moi je dirais ça, c'est vraiment 3 routines concrètes où on partage et suite à ça, il y a le débrief de chacun des événements et puis il y a beaucoup de préparation vraiment en amont des événements et je pense que ça, c'est un élément clé, on y reviendra. Et puis après, le contenu, il y a des choses qui se passent en dehors en fonction des équipes au jour le jour avec les outils de collaboration et de communication un peu plus standard. Très intéressant. Je crois que j'adore le système de War Room. C'est pas quelque chose qu'on entend fréquemment, donc c'est toujours un plaisir d'entendre des innovations sur ce sujet-là. Et pour creuser un peu sur le sujet des War Rooms, c'est pareil, c'est quelque chose que vous faites une fois par trimestre, ou enfin il y a une fréquence où vous décidez, bon là, il faut qu'on fasse une War Room parce qu'il y a un sujet à traiter. Moi, j'aime bien le faire au niveau de l'équipe une fois par trimestre. Ok. Au départ, c'était vu un peu comme rébarbatif. Et puis finalement, quand
on se rend compte qu'on crée beaucoup de contacts, ne serait-ce que dans les bases. Nous, on avait un enjeu de multi-interlocuteurs, de nouveaux contacts, etc. Donc, voilà, ça permet aussi de se préparer, de mieux planifier la partie call calling, en fait. Donc, voilà, je dirais 1 fois par trimestre. Et après, en fonction des territoires, lorsqu'on a un manquement spécifique, ne serait-ce que d'activité, hein, parce que l'enjeu, il y a le résultat, mais il y a aussi ne serait-ce que d'assurer l'activité pour se dire, bon, bah voilà, on a tout mis en place pour. Là, on va faire des war rooms un peu plus spécifiques par industrie ou par territoire en fonction des sujets. Ok, Ce qui est top. hyper intéressant dans ces war rooms, en fait, aussi, c'est qu'on est tous plongés dans notre quotidien tout le temps. Et c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place chez Content Square. Et comme l'a dit Lucille, ça pouvait paraître rébarbatif, mais en fait, ça a été compris par l'ensemble des équipes comme quelque chose, en fait, qui est essentiel. Et c'est rentré effectivement dans notre routine, dans le sens où, en fait, on est tous plongés dans notre quotidien au global sur générer nos activités marketing, closer le pipe chez les sales, etc., anticiper le pipe aussi, construire son pipe pour le trimestre d'après. Et en fait, on n'a jamais le temps de, entre guillemets, step back un peu et se poser sur, OK, en fait, on se met tous dans une salle, on prend un fichier, le bon contenu, les bons contacts à appeler, on prépare effectivement en amont parce que, comme on l'a dit, la préparation est essentielle. Donc, même pour une war room, on la prépare. Et en fait, ça permet juste de aussi se donner un moment où on rassemble toutes les équipes avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien, avec qui effectivement on a toutes ces routines au quotidien tout au long de l'année, de prendre un moment tous ensemble, se fixer un objectif et le réaliser sur une journée complète et se focus que sur ça et ne pas être distrait sur nos activités du quotidien. C'est ce qui permet... Il y a un peu d'effervescence dans ce modèle-là, parce que je pense que d'ailleurs, je crois que tu as fait un close sur le sujet, Dylan, sur la partie call calling, qui n'est pas très évident. Je l'ai réécouté, je l'ai partagé à mon équipe d'ailleurs, parce que les sales, ils ne sont pas toujours motivés, et même moi, la première, pour appeler en call calling, ce n'est pas forcément facile. Et donc, le fait d'être ensemble, ça motive en fait. Donc, on essaye d'être ensemble, d'être ailleurs. Donc, on change d'endroit en fonction aussi. Et voilà, et ça crée une effervescence et une envie, une motivation différente en fait. Donc je dirais 1 fois par trimestre, c'est top. Et même là, tu vois, récemment, on a une petite histoire. On a closé un deal qu'on avait récupéré sur une war room. Donc un nouveau logo, full découvert sur une war room. On n'avait pas du tout identifié le contact, le compte. C'était une entité d'un grand groupe. Enfin, voilà. Et donc on est super content en fait de voir que ça a pu se décliner. Et si ça marche une fois, en fait, même ça, c'est déjà un succès. Top. Ça montre justement l'intérêt des war rooms. Et c'est vrai que vous avez raison toutes les deux sur ce côté. Ça permet à tout le monde de sortir un peu les sentiers battus. Et c'est un peu un côté team marque employeur aussi de se retrouver et de travailler sur un sujet précis. Exactement. On va avancer dans les questions. On va parler opportunités maintenant. Une question qui m'intéresse tout particulièrement, c'est comment l'attribution des opportunités générées par le marketing sont-elles gérées? Yes, alors effectivement, je peux prendre ce sujet-là. Il a pas mal évolué chez Content Square depuis 2017, sachant que je suis arrivée il y a 6 ans. Donc effectivement, on test and learn depuis à peu près 6 ans aussi. Mais le point principal, c'est qu'effectivement, on traque tout dans Salesforce. On traque l'ensemble de nos activités marketing dans Salesforce. Une activité marketing est égale à une campagne créée dans Salesforce, est égale à des members de la campagne, que ce soit des gens qui ont téléchargé un contenu, des gens qui ont fait une demande de démo, des contacts qui sont venus à un événement. Tout est traqué dans Salesforce. Et derrière, on a une collaboration main dans la main avec du coup l'équipe dont je parlais au tout début et que j'ai introduit, dont Lucille a parlé aussi, l'équipe de SDR. Où effectivement, nous, en plus de la relation qu'on a très proche avec les sales, on a une relation, je vais dire, encore plus proche avec les SDR, sachant que chez nous, chez Content Square, ce sont du coup les SDR et aussi les sales, mais qui font l'ensemble du suivi de notre génération de leads. Okay. Tout est en suivi chez les SDR et tout est traqué du coup dans Salesforce avec le SDR qui a pris le meeting ou le sales qui a pris le meeting via cette campagne marketing-là, parce qu'effectivement, il est bien référencé dans Salesforce et il est rattaché à cette activité marketing ici. Et je pense que c'est important de souligner ce que tu disais, Alix, sur la progression. En fait,
c'est une envie commune aussi. Donc, à un moment donné, je pense que moi, je crois beaucoup au lead by example sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est une lutte commune qu'on a avec Alix de tout traquer dans Salesforce, d'avoir un seul outil qui soit similaire, sur lequel on va même réfléchir ensemble à dire, OK, comment on le traque, en fait, si tu veux. Et il y a beaucoup de nouveautés sur cet aspect-là. Et en fait, ça facilite énormément la communication. Et voilà, quel que soit l'outil, c'est vraiment de partager au même endroit l'évolution de ces campagnes marketing, qu'est-ce qu'elles ont donné, etc. Pour qu'on ait la même donnée à l'instant T, parce que si le client il nous rappelle, etc., on a besoin aussi de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui en a découlé, etc. etc. C'est une mine d'or, en fait. Et Content Square, c'est quand même une société basée sur la data et sur la donnée. Donc, on ne peut pas se permettre, effectivement, voilà, de ne pas traquer nos activités, de ne pas avoir les mêmes KPI, de ne pas comprendre en fait le KPI des sales et le KPI du marketing ou le KPI des SDR. Donc effectivement, la communication et parler le même langage est essentiel. Et effectivement, on s'est toujours dit que sans données, c'est un peu juste une opinion. Donc on reste basé sur la donnée à 100% et pour justifier aussi c'est la manière de réussir à tout traquer. Ça permet juste en fait de traquer de manière efficace et d'avoir un ROI en fait sur les événements par rapport aux dépenses marketing qu'on fait. Ouais, bien sûr. C'est un grand sujet dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs, de pouvoir justifier des fois le budget marketing sur les événements, et qu'est-ce que ce côté donné héroïste aussi, ça apporte beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup de travail en amont de travailler les données, d'avoir des dashboards qui se rejoignent, mais derrière ça évite aussi, je trouve, toute friction dans les équipes, d'avoir les données précises et approfondies. Et puis ça peut expliquer aussi en toute transparence pourquoi on a fait tel événement et pourquoi on ne le refera pas, ou pourquoi on va en faire d'autres, pour aussi tester des choses. Et c'est agréable de pouvoir travailler avec une équipe marketing qui est très agile aussi. Alors après, il y a des événements aussi, je trouve qu'il y a des événements qui sont très difficiles à mesurer, mais qui vont avoir énormément d'impact ou d'influence, mais pas forcément de KPI, tu vois, quantifiable. Donc et d'ailleurs, c'est une lutte pour nous avec Alix, c'est du coup, OK, comment on va justifier ce point-là? Donc on va le mettre en rapport avec d'autres choses, mais au moins on le sait et on se le dit, et du coup, on sait aussi pourquoi on va le faire ou on ne va pas le faire en fonction des années, quoi. C'est vrai. C'est un gros point, c'est que il y a des événements qui participent justement à l'influence ou qu'on fait pour la notoriété, mais on va difficilement avoir un retour ou se dire ce prospect-là est venu parce qu'il a participé à l'événement, mais c'est pas dû que à ça, donc faut crosser les données. Et justement, vu qu'on parle d'événements marketing, on va rentrer dans la deuxième grande partie qui concerne les événements marketing, un domaine sur lequel vous êtes très fort, je trouve, et où les sales sont très présents. On voit qu'il y a une belle combinaison sales market sur ce sujet. Et donc, la première question que j'ai à ce sujet-là, c'est comment les commerciaux peuvent-ils accroître le nombre d'invitations à un événement marketing? C'est souvent ce qu'on leur demande, mais des fois, on ne leur donne pas forcément une liste d'étapes ou une to-do à faire. Donc, si vous avez quelques bonnes pratiques là-dessus, je pense que beaucoup de monde est preneur. Yes, et j'ai introduit, et Lucille va compléter plus en détail, mais en gros, nous, côté marketing, on a un plan marketing global qu'on présente chaque année et qu'on ajuste effectivement, on l'a dit en début, en intro, en fonction des priorités de l'année, des industries prioritaires et des focus qu'on veut effectivement donner, et des ambitions du coup sur l'année à venir. Et après, c'est voilà, beaucoup de personnalisation et on peut partir en entonnoir, et Lucille va un peu plus expliquer justement sur la partie accroître les invitations par rapport au plan marketing global, où moi, je le donne dès le début d'année. On est le 21 décembre. Moi, ça fait déjà un mois que j'ai facile ma roadmap et que je commence à présenter de fur et à mesure pour l'année prochaine, clairement, parce que le pipe, il se génère avant le début du quarter et bien avant le début du prochain quarter. Donc, on est toujours en anticipation et on voudrait toujours anticiper plus, mais c'est important. Et donc, une fois qu'on a ce plan global au niveau du marketing qui est construit, qui est partagé aux équipes, en fait, l'idée, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au KPI. Moi, je vois vraiment le commercial comme un peu le PDG de cette startup ou de sa PME, quoi. Et donc, l'idée, c'est qu'ils prennent ce plan-là, qu'ils disent voilà comment on peut le masteriser. Et qu'est-ce qui va m'apporter ce plan-là, et éventuellement qui disent là spécifiquement j'aimerais bien
participer parce que en fait, dans mon industrie, j'ai besoin de rayonner spécifiquement, donc je vais organiser en plus un dîner, et cetera, et cetera. Ça, je vais le détailler. Mais voilà, c'est vraiment lui c'est un outil, le plan marketing. Après, on peut le modeler, hein, je dirais, en se donnant des objectifs un peu plus précis. Et moi, je challenge beaucoup les commerciaux pour qu'ils ils se l'approprient et qu'ils disent bon, bah voilà, ça va normalement me générer tant de contacts. Là, je veux ça. Là, il me reste tant de temps pour aller chercher autant de pipes, etc., ou autant de contacts, ou autant de temps avant la préparation de cet événement. Donc, il y a le plan marketing, il y a leur plan à eux, ce que j'appelle le territory planning, et c'est comment on fait le lien entre les deux. Et on va avoir Alix, on va revoir le marketing, on va me voir moi en disant spécifiquement, je voudrais rajouter ça, etc. Donc, nous, on fait des territory planning, pareil, on les fait par trimestre. Ok. Sur lesquels, en fait, je demande à chaque fois un peu un rappel des chiffres, où est-ce qu'on en est. Alors, quand c'est au début de l'année, c'est plus une vision du territoire, les tirings de compte, je ne vais pas revenir là-dedans. Et après, c'est quoi mon planning de l'année pour réaliser mon objectif ou l'ambition que je me donne. Et dans ça, il y a toujours une partie un peu cadence marketing, événementielle, qui sont événements clients, peak season, tu vois, un peu plus propre à chaque industrie. Et puis le marketing intégré dedans et la partie SDR, etc. Et en fonction, on leur ouvre aussi les portes pour pas qu'ils se mettent de barrière mentale en disant mais qu'est-ce que tu aimerais faire en plus spécifique, en personnalisé que tu pourrais faire. Et donc là, en fonction, Alix, elle est présente au territory ou au moins elle reçoit un petit compte rendu qui dit voilà, moi j'avais regardé que dans mon industrie, et du coup ils sont honneurs, si tu veux, vraiment de leur connaissance du territoire, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi Tech for Retail cette année, pourquoi Luxe et Digital demain, pourquoi Vivatech, etc., etc. Parce que dans mon secteur à moi, ça fait sens. Et voilà, best case que j'aimerais. Et puis après, on va travailler sur un likely case ou un worst case en fonction des budgets, de la possibilité qu'on a de participer à ces événements-là. Ok, très clair. Justement, ce côté un peu événement marketing, je pense que les sales, au fond d'eux, ils savent l'intérêt que ça a pour eux, pour leurs prospects, mais c'est pas toujours facile de leur faire entendre et comprendre. C'est un peu une guerre dans toutes les entreprises. Et du coup, selon vous, quelles sont les actions indispensables qu'on pourrait donner à toutes les head of sales ou head of marketing pour les sales qui doivent mener avant, pendant et après un événement marketing? Parce que c'est pas facile non plus de savoir tous les tips qu'on peut donner à ce sujet-là. Donc, très preneur de vos retours sur ce sujet. Alors moi, j'adore cette question, Dylan. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte. J'avoue que pour moi, c'est un peu inné aussi, j'ai vu faire. Donc déjà, il y a une étape préliminaire. Et ça, c'est plus pour les commerciaux, etc. Et pour les head of sales, les mêmes head of marketing. Quand on est head of sales ou quand on a eu l'habitude, en fait, on a l'habitude, donc on sait en fait déjà comment se positionner, ce qu'on doit faire avant, etc. Mais en fait, des fois, on a du mal à le communiquer et à le transmettre simplement, à le vulgariser. Et donc, cette question, je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a fait réfléchir, en fait, c'est quoi, en fait, les étapes. Et je l'ai vu aussi à travers mes équipes sur, en fait, parfois, ils avaient des doutes sur certains sujets où ils ne savaient pas, en fait. Et j'avais du mal parce que pour moi, c'était un réflexe. C'était vraiment ancré en moi. Donc, déjà, la première chose, c'est dans un événement, pour moi, et là, avant, pendant, après, c'est l'attitude. Donc voilà, c'est l'attitude d'ouverture, c'est une attitude qui doit être aussi, en fait, un événement, c'est lourd à organiser. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, qui viennent aux événements. Donc voilà, une attitude, et je vais le détailler un peu dans mes étapes que j'ai mis après, mais et c'est aussi plutôt, regardez votre rôle modèle, par exemple, que ce soit votre head of sales ou votre head of marketing. Si elle fait quelque chose, mettez-vous dans le même mindset qu'elle quand vous ne savez pas, en fait. Par défaut, c'est essayer de se remettre en disant elle fait ça, elle distribue le café, ça veut dire qu'il faut que je le fasse et qu'il faut que je l'aide, en fait. Ne pas se poser la question. Donc ça, je ne l'ai jamais dit et je l'ai vu, j'ai eu des cas où j'ai fait des événements mais majeurs, où je me retrouvais avec plein de personnes de mon équipe qui ne savaient pas quoi faire. Et par défaut, ils n'allaient pas faire comme moi. Et moi, j'aurais fait comme moi. Et donc, je ne leur ai pas dit, en fait. Et donc, je le redis, voilà. Avant toute chose, c'est si quelqu'un fait quelque chose, n'hésitez pas à faire la même chose que lui. Ça veut dire qu'il a besoin d'aide ou que c'est OK de faire ça. OK, voilà. Donc, après, je vais redétailler le avant, pendant, après. Et je pense qu'on va redétailler l'attitude. C'est un gros point. Je pense qu'avec Alix, c'est un focus aussi pour nous. Donc, avant, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'organisation? En gros, un événement, en général, il y a énormément de monde. On ne va pas pouvoir voir tout le monde. Les gens sont perdus ou alors
Ils viennent, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils vont voir, etc. Et l'organisation, c'est un but pour maximiser le résultat, en fait. Et ça, il y a des fois, on ne comprend pas, mais on oublie que l'organisation, c'est pour aussi être mieux en sérénité lors de l'événement, le gérer, etc. et maximiser son résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi aider le client à s'organiser. Donc ça veut dire, envoyer un agenda dédié, personnalisé. Alors souvent, on va me dire: «Ah, j'ai pas le temps, ça me» mais en fait, le client, il viendra pas s'il a pas un agenda dédié, personnalisé, il sait pas ce qu'il va voir. C'est préconiser les sessions, préconiser les témoignages qui sont pertinents pour ses clients, éventuellement donner un rendez-vous sur place avec un stand associé. Et donc ça, c'est des basiques et je me rends compte que c'est vrai qu'on le formalise pas, on devrait vraiment le repréciser. Ensuite, avant aussi, tout simplement la logistique. Voilà, un événement, les clients aujourd'hui reçoivent des invitations à des événements sur tous les sujets. Mmh. Donc avoir s'assurer qu'il y ait une invitation dans l'agenda qui reprenne toutes les informations logistiques. Si jamais il y a donc ça, c'est un petit, que ça soit bloqué dans le créneau du client, au moins sur la session majeure, sur lequel, il va être intéressant de travailler. Ensuite, si jamais il y a plusieurs contacts dans l'entreprise, n'hésitez pas à faire un mail à tous les contacts de l'entreprise. Comme ça, ils savent qui va venir et qui va aussi également à l'événement et qui ils peuvent retrouver sur place. Parce que, il y a un enjeu quand on arrive à un événement, on ne connaît personne, on n'est pas forcément hyper à l'aise, et cetera. S'il y a d'autres gens dans l'entreprise, autant qu'ils le sachent. S'il y a un gros événement, voilà, là pour le coup, moi j'ai organisé des Dreamforce, très, 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 très là, gros événements. Du coup, là, c'est vraiment avoir un WhatsApp dédié avec tous les participants de l'entreprise, voire même créer une communauté de participants France ou de l'entreprise pour laquelle on organise l'événement. On va avoir donc, il faut récupérer les numéros. Si vous n'avez pas les numéros, en fait, c'est hyper difficile de rencontrer la personne sur place sans avoir le numéro de téléphone. Donc voilà, récupérer les numéros. Ensuite, éventuellement, en fonction de la proximité, en fonction de l'étendue de la communauté, créer un WhatsApp dédié. Et puis donner un point de rendez-vous. Donc là, c'est vraiment avant la logistique, c'est les rendez-vous, l'invitation, donner un point de rendez-vous, préparer un agenda. Et si vous ne donnez pas de point de rendez-vous et que vous n'avez jamais vu quelqu'un, ça veut dire qu'il faut au moins regarder un petit peu sa photo. Et puis toujours sur un avant aussi, moi, ce que j'aime bien, on fait pas mal aussi, Monaco, c'est avoir quelques slides. Les slides un peu brandés de l'event pour montrer que c'est un peu sur mesure et que c'est spécifique en fonction des thématiques. Et puis, nous, avec Alix, on prépare aussi un brief côté exec où on va avoir justement la photo de chacun, le profil LinkedIn, etc. Et 2-3 mots, c'est tout. Est-ce qu'ils sont clients, est-ce qu'ils ne sont pas clients? Et ça, il faut le préparer en fait. Et c'est un mandatory parce que sur un événement, on peut croiser n'importe qui à n'importe quand. Donc ça, c'est avant. Je ne sais pas, Alix, si tu veux rajouter des choses, ouais. Ouais, je vais compléter parce qu'effectivement, du coup, tout ce que tu as évoqué là, en fait, c'est tout le contenu dont effectivement les commerciaux ont besoin pour du coup préparer l'événement au niveau de l'agenda dédié, le personnaliser, la logistique, etc. Et nous, comment on fournit en fait côté marketing tout ce contenu à l'équipe? On a beaucoup travaillé ces dernières années sur standardiser notre communication. Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'événements, beaucoup d'actions marketing. Les commerciaux sont nourris de beaucoup de choses de notre côté. Et en plus, chez Content Square, c'est une chance, on est sur toutes les industries. Donc, il y a des choses qui sont spécifiques sur une industrie, des choses qui sont pas des actions marketing qui sont plus générales, etc. Et du coup, la standardisation de notre communication, elle est clé. En fait, on a, pour préparer ces événements-là et pour donner tout ce qu'il faut et tous les points et les actions utiles pour eux, pour qu'ils puissent contacter du coup le bon prospect, le bon client et du coup réaliser l'agenda dédié personnalisé. C'est un document qu'on appelle un How to Promote ou How to Share, où il y a toutes les informations spécifiques à l'événement. Ce document-là, il est le même pour tous, c'est juste le nom de l'événement et les informations à l'intérieur qui changent, mais la structure, elle est exactement la même. Et en fait, toute l'année, du coup, les commerciaux, ils savent qu'ils vont avoir ce document-là de référence qui va être structuré de la même manière avec les informations précises dont ils auront besoin. Et ça, c'est la standardisation de notre communication. Elle est, je pense, indispensable et clé parce que les commerciaux ont énormément de choses, ont énormément de communication. Et de standardiser ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années et ça fonctionne et c'est indispensable. Top. Après, il y a le pendant, tu disais. Pendant l'événement, Dylan. Ouais, pendant l'événement, comment ça se passe du coup les actions que vous avez, que vous menez pendant l'événement après le avant, quoi?
Peut-être, Alix, tu commences sur la partie un peu brief marketing aux équipes. Il y a un brief avant chaque event. Ouais, pendant l'événement, du coup, il y a un brief. Donc, il y a effectivement ce document-là qu'on met en place et qui est un how to promote ou un how to share. On l'appelle un peu comme on veut, mais c'est tous les éléments clés du coup pour la bonne préparation pour les commerciaux. Et effectivement, pour le pendant, nous, on utilise du coup des briefs une semaine ou 3 jours avant l'événement où on réunit du coup l'ensemble. Et c'est pareil, c'est un nom de document qu'on a donné qui s'appelle un Know Before You Go, où à l'intérieur, du coup, il y a, pareil, tous les éléments essentiels sur ce que le commercial doit savoir sur l'événement et pour le jour de l'événement et le jour J. On fait, pareil, un rappel toujours des objectifs, des KPI de l'événement, ce qu'on attend d'eux pendant l'événement et ce qu'ils doivent absolument savoir pendant l'événement. Et toujours derrière un suivi et sur quel va être le débrief et les actions aussi post-événement importantes. Mais alors, surtout sur l'événement, elle ne l'a pas dit, Alix, mais sur l'événement, avant que l'événement commence, Alix, elle arrive, elle donne rendez-vous toujours à minima une demi-heure, voire 3 quarts d'heure avant. Le rebrief spécifiquement sur tout l'événement, sur tous les rendez-vous que tu dois faire. Elle va aller te forcer à aller regarder tous les enregistrements, les briefs, etc. Parce que si jamais il y a des changements qui interviennent, tu vois, sur les rendez-vous qu'on doit faire, etc., tout le monde doit retrouver les notes. Donc là, elle va vérifier, tu n'as pas complété, nanana. Donc elle va arriver. Et le marketing rebrief ça. Donc avant, pendant le jour J, pendant l'événement, voilà, elle refait ce brief-là. Donc les équipes marketing nous rebriefent tous les commerciaux, tous les CSM, tous les SDR pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. On fait un peu un morning call, tu vois. Et même aussi, tu rebriefes aussi sur l'attitude sur l'événement, justement. Dans un événement, vous êtes en représentation, quoi qu'il arrive, en fait. Donc vous êtes ouvert à l'extérieur, pas trop sur vos PC, sauf si vous êtes en rendez-vous, à plutôt faire aussi des présentations. Et moi, je pense que c'est un vrai sujet. Et moi, j'essaye de briefer et de montrer l'exemple aussi sur ça, mes commerciaux, pour qu'on présente les interlocuteurs. Encore une fois, les gens qui viennent à des événements, potentiellement, ils sont seuls. Ils sont seuls, ils ne connaissent pas forcément grand monde, ils ont besoin de faire du lien, en fait. Et l'objectif, c'est que vous soyez un connecteur parce que vous allez apporter à quelqu'un quelque chose en les connectant avec d'autres. Donc voilà, moi, c'est vrai que je vais aller regarder, je vais parler d'un sujet, par exemple, il y en a un qui va me dire, moi, je suis en plein replatforming, mais je vais trouver quelqu'un et je vais penser à quelqu'un qui ne fait peut-être pas du tout le même métier, mais qui est aussi en replatforming. Et je vais aller l'introduire et lui faire la connexion. Et lui, il va augmenter son réseau grâce à ça. Et donc, voilà, pensez à présenter nos interlocuteurs à d'autres gens pendant l'événement. Et ça peut même être vos collègues. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé de dire, mais oui, vous n'avez pas rencontré Christophe. Christophe, il gère le compte AXA, par exemple. Et ça serait intéressant que vous parliez parce que justement, c'est un de nos gros clients. Et Christophe, il est certes Content Square, mais il est quand même en charge du compte AXA. Donc, ça peut être intéressant qu'il rencontre cette personne qui ne connaît pas Content Square. Donc, voilà, et même présenter un avant-vente technique, etc., etc. Donc, vraiment, pensez à présenter vos interlocuteurs à des connexions éventuelles en fonction d'un sujet. Et vous ne pensez pas au sujet, mais intéressez-vous à leur entreprise, leur actualité, leur business, leurs problématiques. Et là, vous allez faire le bon lien, en fait, et la bonne connexion. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne vois pas assez. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment le marteler aujourd'hui. Ensuite, le deuxième sujet, c'est les photos. En fait, aujourd'hui, c'est sympa de faire des photos avec les gens. Typiquement, nous, on fait beaucoup de photos d'événements et les gens sont contents de se retrouver aux photos. On fait un événement sur les awards avec Alix. Elle organise chaque année un événement. Vous connaissez le big boss du marketing de chez Content Square où, bizarrement, il y a Jonathan Cherki qui est là. Et bien, vous prenez Jonathan, il attend que ça. Il attend que ça, c'est de venir faire la photo avec les clients qui sont présents, en fait. Donc voilà, pensez à faire des photos. Ça fait partie de garder des souvenirs. Ça vous fait aussi possibilité de partager ces photos et de garder un souvenir de l'événement. Et donc ça, vous pouvez demander, bien sûr, vous demandez l'autorisation. Il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Et enfin, le dernier point, c'est même d'accompagner les clients et les prospects aux sessions, voire y participer avec eux pour ensuite les introduire aux speakers. Et commenter la session. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À quoi ça fait écho chez vous? Etc. Parce qu'en fait, l'événement, ça reste du contenu. Ce n'est pas une fête, en fait. L'événement, c'est du contenu. On est là pour réfléchir, comprendre davantage nos clients et essayer de trouver des réponses, des solutions qu'on peut leur apporter en termes de valeur. Et d'ailleurs, souvent, on va se dire, non, mais j'ai parlé avec un tel, mais je ne me souviens plus. N'hésitez pas à prendre des notes pendant les échanges que vous avez, en fait. Moi, je prends tout en note. Alors, je suis connue pour ça. Mais en fait, c'est comme ça que je vais pouvoir faire le follow-up derrière. Parce que si j'ai rencontré un tel à un événement, je sais pourquoi je l'ai rencontré, quel sujet on a discuté, etc. Et je vais pouvoir faire le follow-up derrière.
Ouais, tu as toutes les informations qu'il te faut après pour pouvoir faire le follow-up, comme tu dis. Bon, on a vu le avant, le pendant. C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que c'est mon sujet préféré. Et juste avant le après, et effectivement, du coup, par rapport à ce que je n'ai pas trop dit pendant l'événement, on a un brief le matin et on a un brief le soir. En fait, un événement pour un commercial et pour les commerciaux, c'est effectivement être partout, prendre des notes, aller à des conférences, faire des meetings, etc. Et en fait, finalement, sur tous les gens, et après, on enchaîne le soir sur potentiellement, si c'est un événement qui dure 3 jours, on enchaîne le soir sur, pareil, retourner à un after work avec des clients, etc. Et après, on se retrouve 3 jours après l'événement. OK, en fait, qui j'ai vu, je ne me suis pas posée, j'ai pris des notes, mais elles sont un peu partout. Et du coup, j'impose un débrief. Après le débrief, Dylan. Après le brief, le débrief. J'impose du coup un débrief tous les soirs sur OK, vous avez vu qui aujourd'hui, vous avez rempli vos notes, il me manque des notes de chaque meeting. Derrière, on ne pourra pas avancer et on le verra après à quel moment on donne les bons leads, comment on fait le follow-up. En fait, si derrière les commerciaux, dès le début, pendant l'événement, en fait, à la fin de la journée, ne sont pas au clair sur l'ensemble de leurs notes ou l'ensemble de ce qu'ils ont fait pour justement passer l'information à d'autres départements ou autres, ou justement à d'autres collègues qui n'auraient pas été à l'événement, mais c'est une introduction qui a été faite, comme l'exemple de Christophe ou autre, c'est hyper important. Donc, j'impose ça aussi chaque jour à la fin des événements. Et on a un WhatsApp dédié aussi, bien évidemment, que je martèle de messages. C'est un truc qui est quand même majeur et que c'est un problème parfois. Un événement, ce n'est pas un événement que pour soi, c'est pour l'entreprise. Ouais. Donc, il est possible que vous fassiez des rendez-vous et que c'est mandatory de pouvoir faire des rendez-vous pour d'autres commerciaux, d'autres territoires ou d'autres clients qui ne seraient pas dans votre portefeuille. On passe au après, parce que on t'a un peu piraté, Dylan, le sujet. Mais non, au contraire, c'est hyper intéressant. Tu me disais tout à l'heure que tu étais contente d'avoir cette question. Moi, je suis super content des réponses. Et j'étais un peu, tu vois, en train de réfléchir et me dire, mais en fait, toutes ces réponses-là, il faut en faire un doc, tu vois, comme une page Notion ou Google, et que chaque commercial en France l'ait, et qu'ils se disent, voilà, une semaine avant, voilà ce que je vais avoir à faire. Pendant, voilà ce qu'il faut que je fasse gaffe. J'ai 4 trucs clés auxquels il faut que j'ai de l'attention. Et après. Et en fait, je pense que tu le fais ça pendant 2-3 événements et après, c'est routine, tu l'as et tu as plus besoin de réfléchir. Mais je vais en faire un document et je te laisse faire le après, du coup. Ah si, alors je ferai preneuse du document aussi parce que ça m'évitera de le refaire. Et puis, on pense tous ça vaut le coup de dire les choses, en fait, des fois, on oublie. Donc, le après, moi, il y a un petit truc que je fais pas mal aussi sur le après ou que je dis aux équipes de faire, c'est ne serait-ce que de demander le feedback des participants, en fait. Ouais. Nous, on prend beaucoup. D'ailleurs, Alix, elle demande, elle dit, vous avez entendu des feedbacks des participants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils feraient différemment, etc. Parce que l'objectif des événements, c'est qu'ils évoluent avec le temps. Donc, typiquement, tu vois, sur le CX Circle, cette année, on a pris pas mal de feedback de l'année dernière. On a plus fait de Content Square cette année au CX Circle que les autres années précédentes, avec des présentations produits, des roadmaps, des démos booths, des choses comme ça. Et voilà, et ça vient des demandes de nos clients, en fait, ou de nos prospects. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça, c'est un enjeu majeur, hein. Alors, on ne sait jamais. On se dit toujours à quel moment, à quelle échéance je dois faire le follow-up des actions qui ont été discutées. N'attendez pas, en fait. Plus vous allez attendre, plus vous allez perdre la consistance de la discussion. Donc, ça ne veut pas dire que ça doit être fait dans la minute, pardon. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière mentale. Ça peut être fait dans les 3 jours. Donc voilà, garantir le follow-up. Regardez aussi, ça c'est un petit truc, et d'ailleurs c'était le thème de la War Room du trimestre dernier, qui n'est pas venu. Ok. Et qui s'était inscrit et lancé une campagne associée avec les équipes SDR en disant voilà les key elements et les contenus qui ont été faits à l'événement. On serait ravis d'en discuter avec vous. Vous n'avez pas pu être présent. Voilà, donc on en reparle. Et puis le dernier, ça peut être de partager l'événement sur LinkedIn. Ça peut être avant, pendant et après. Mais c'est créer l'événement après l'événement aussi. Et notamment remercier surtout les participants. Moi, je trouve qu'il y a toujours un enjeu de contenu. Et du coup, pour que ça ait vraiment beaucoup plus d'impact, c'est partager, essayer de ressortir ce qui a été partagé, discuté comme contenu et ce que vous avez appris pendant l'événement. Alors, ce n'est pas facile. Donc, il y a des étapes, parce que je trouve que c'est toujours pas facile parce qu'en plus, sur les événements comme ça, on va avoir du mal à aller aux sessions. Mais voilà, essayer de se dire, c'est quoi les éléments clés que je retiens de l'événement. Ok. C'est intéressant aussi ce que tu disais tu vois, pendant, on parlait de prendre des photos, après, de faire un post LinkedIn, même si ça peut être avant, pendant et après. Tu vois, moi, j'ai vu énormément de photos
de votre événement CX Circle sur LinkedIn, et du coup, ça fait quand même de la visibilité et ça peut amener in fine des prospects, la visibilité sur les réseaux sociaux, ou du moins même pour la marque employeur, pour la team market ou sales, de voir qu'il y a plein de choses qui se font chez vous côté événement. Ça peut servir aussi. En tout cas, un grand merci à toutes les deux pour toutes ces petites actions à mettre en place avant, pendant et après un événement qui, pour le coup, sont pas forcément. C'est pas évident de tous les avoir en tête, mais là, pour le coup, on va les avoir. Je rédigerai un document à l'écrit avec tout ça. Je pense qu'il servira à bon nombre de personnes. On va attaquer la troisième partie maintenant, qui va être autour d'une question. C'est les outils et ressources indispensables qui permettent à l'équipe commerciale de connaître, utiliser et relayer les actions marketing. Yes, j'en ai un petit peu parlé du coup au début. Bon, après, on a tous les outils un peu classiques qui sont Slack, notre CRM, nos documents. Quand je parle de documents, c'est des présentations, clairement, avec tout. Nous, côté marketing, sur notre organisation, mais du coup, qui est un peu moins côté sales, mais ça nous a permis de structurer, en fait, et de standardiser, du coup, après la communication qu'on allait faire auprès des sales et les ressources, du coup, qu'on allait donner aux sales. Donc, on utilise beaucoup Monday, mais qui est un peu comme Notion, sur toute notre organisation marketing, justement, sur l'ensemble des événements où on a maintenant standardisé, même de notre côté, une partie, OK, mais en fait, c'est le détail de l'événement, qu'est-ce que c'est? On a des key messages qui sont après effectivement réutilisés pour les commerciaux pour avoir le bon messaging et pour avoir les bons messages justement sur l'événement à faire passer ou sur le bon contenu. Je parlais de la consommation de contenu. On a un outil, du coup, l'outil qu'on utilise, c'est PassFactory au global pour le tracking de tout le contenu qui est relié à Salesforce. Toujours, tout est relié à notre CRM et tout est relié à Salesforce. Hyper important. On ne prendra pas un outil qui ne sera pas possible d'intégrer à Salesforce. Clairement. Voilà, donc en gros, les ressources pour l'équipe commerciale, effectivement, pour relayer toutes nos activités marketing, c'est le document qu'on appelle Auto-Promote, où effectivement, en fait, on remet toutes les informations indispensables pour qu'ils puissent relayer la bonne information et le bon contenu à leurs clients, à leurs prospects sur notre participation à l'événement. Mais c'est un récap très standardisé de où est-ce qu'on se trouve, quels sont les bons contenus. Et Lucille le disait sur une partie aussi conférence à aller voir pour accompagner son prospect et lui dédier du coup une journée personnalisée avec bien évidemment le passage sur le stand Content Square au global et Slack. Et après, c'est la communication, les meetings, les briefs, les débriefs et le suivi. Okay. Et le follow-up, Lucille en parlait, le follow-up de nos activités marketing ou le follow-up des leads, c'est ne pas attendre. En fait, et c'est pour ça que je suis très insistante sur les briefs et les débriefs. C'est au moins le débrief, il est fait. En fait, le lendemain, potentiellement, s'il y a un moment de creux, les actions peuvent être prises en fait dès le lendemain sur le follow-up des leads. Et on n'attend pas, en fait, attendre la fin de l'événement. Oui, on attendra la fin de l'événement pour avoir une globale, commencer à construire le ROI de l'événement, commencer, nous, côté marketing, en fait, à faire un suivi et un follow-up marketing, mais tout le suivi personnalisé et individuel, du coup, des SDR ou des sales, pour moi, il faut qu'il puisse être fait dès le lendemain. Donc, en fait, je fais en sorte, avant, pendant l'événement, que tout soit communiqué correctement et que tout soit clair dans nos différents outils Excel, Drive, PowerPoint, où effectivement, ils puissent retrouver toutes les bonnes informations du bon suivi de l'événement. Très clair. Et je me demandais, pour tous les contenus que vous produisez au marketing, est-ce qu'il y a une bibliothèque qui est à disposition des sales ou des SDR? Oui. Ouais, ok. Ouais. On utilise chez Content Square de manière globale Airtable. Ok. Et nous, on a créé, pour justement rester focus et standardiser du coup une communication qu'on a avec les commerciaux, on a Confluence qu'on utilise. Et donc, en fait, on a une page Confluence où pour chaque contenu, pareil, on a une formation standardisée de où est-ce que tu retrouves le contenu à partager, quel est le bon lien que tu vas devoir partager à ton prospect ou à effectivement ton client, lié à PassFactory, à notre outil du coup de tracking de contenu, parce que si le commercial n'utilise pas le bon lien traqué, nous, derrière, en fait, on n'aura pas la donnée qui va remonter du coup dans Salesforce. Donc, en fait, on a formé les commerciaux à utiliser du coup l'ensemble de nos outils marketing correctement. Et donc, en fait, on a une page Confluence qui répertorie du coup nos
15 contenus live qu'on a sortis cette année et qui sont pour nous, du coup, des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer tout au long de l'année, qui ne sont pas des contenus qui datent un use case, etc., qui potentiellement d'un client de l'année dernière ou autre. C'est vraiment les contenus live cette année dont nous, on a fait la promotion côté marketing, qu'on a standardisé justement sur des présentations qui sont toujours les mêmes. Les key messages, les bons liens traqués pour les SDR et pour les commerciaux, pour les clients ou pour les prospects, pour que tout puisse remonter dans Pass Factory et dans notre outil de tracking. Trop Moi, bien. un petit truc que je voulais ajouter, que j'aime bien, que j'avais aussi chez Salesforce, c'est que côté CS, on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des invitations dans les calendriers pour les clients. En fait, pour nous aussi, il y a tellement d'événements. Donc, en général, et là, Alix, elle l'a remis en place, on a un calendrier aussi des événements de marketing directement dans Google. Donc, on peut avoir l'agenda marketing dans notre Google Agenda. Et donc, si tu veux, même quand tu appelles un client, souvent, je dis aux équipes, il faut que vous ayez la story behind, tu vois. C'est quoi le pitch, pourquoi vous l'appelez, etc., etc. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y a tel événement en plus, donc vous y allez peut-être, etc. Et en fait, tu enclenches d'autres types de conversations beaucoup plus pertinentes. Tu t'intéresses aux clients, j'ai vu qu'ils témoignaient, etc. Et dans ton agenda, quand tu as cette visibilité-là, en fait, ça devient un réflexe. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que ça devienne un réflexe et que ça soit plus le rébarbatif à dire au fait, je vous invite à tel événement, etc. Non, ça fait partie de la discussion, de l'échange, parce qu'on a connaissance des moments forts de notre entreprise, de leur entreprise, et du coup, ça fait lien entre les deux. Ok, super. Il n'y a plus qu'à tenir ça à jour, entre guillemets, et ça roule, quoi. Et du coup, pour la formation, juste petite dernière question à ce sujet, côté plutôt sales ou marketing, je ne sais pas qui gère, quand il y a des nouveaux onboardés pour la team sales, c'est dans leur onboarding, justement, la présentation de tous ces outils et de où ils peuvent suivre, voir les contenus, etc. Oui, c'est clairement dans la présentation des outils. Voilà, Alix, elle a dit Confluence, c'est vraiment la Bible pour Content Square. On retrouve vraiment toutes les ressources produits, marketing, etc. Après, on fait de plus en plus de personnalisation, même sur les decks, des choses comme ça. Donc, on a utilisé Mondé pour créer des choses un peu plus personnalisées aussi, donc quand on fait des demandes un peu plus spécifiques. Et puis, en fait, comme on a les moments forts et la routine qui vont se mettre en place assez vite quand il y a un nouvel arrivant, dans cette routine, on va avoir cette vision transverse, marketing, etc. Donc, de toutes les manières, à minima, à ces moments-là, on va revoir les temps forts et reformer encore et encore les commerciaux sur ces sujets-là. Super. On va arriver vers la fin de l'interview et je vais vous poser une question qui va, je pense, un peu résumer tout ce qu'on vient de se dire. C'est quels sont vos conseils pour une entreprise qui souhaite aligner ou réaligner ses équipes sales et marketing? Vas-y, Lucille, si tu veux démarrer. Moi, je pense que c'est vraiment se focaliser sur le client et en fait, il ne faut vraiment pas séparer les équipes. Je pense qu'on l'a dit depuis le début. Pour moi, c'est la co-construction. Et ça va même plus largement. L'objectif pour moi, c'est que l'entreprise elle soit customer-centrique. Et donc, du coup, c'est repartir des besoins des clients. Il y a une roadmap classique et standard. Et après, comment on évolue sur ça et comment on co-construit quelque chose qui est encore plus pertinent. Donc, voilà, s'assurer déjà d'une connaissance de la roadmap classique et la communication entre les équipes et les impliquer. Comment voulez-vous qu'on co-construise si on n'a pas de participants de côté marketing sur les territories, s'ils ne sont pas impliqués dans le business au jour le jour avec nous, ne serait-ce que dans les WhatsApp commerciaux. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses à impliquer, c'est donner l'occasion d'être aidé. Top. Donc, implication pour une réelle co-construction, c'est le conseil qu'on va retenir de cet épisode sur l'alignement sales marketing. Et donc, ma dernière petite question que j'aime bien poser, ça me permet de faire intervenir de nouveaux intervenants chez Close. C'est est-ce que vous auriez quelqu'un à nous recommander pour un prochain épisode de Close, si vous avez une idée de thématique aussi pour un prochain épisode? Yes. Moi, sur une idée de thématique, mais qui peut être en lien, mais avec ce qu'on a fait là, mais avec un point de vue différent sur la partie partenariat, qui, je pense, dans le SaaS, est hyper important. Du coup, je vous recommande Félix Fischer, qui est chez Braze et qui est effectivement senior IAMIA partner manager, qui peut toujours aller sur un alignement sales, marketing, SDR, partner, mais je pense que la vision partner est assez intéressante dans le SaaS, donc ça peut être intéressant. Et puis, je pense que c'est assez
disparate le niveau de maturité sur l'implication, l'influence des partenaires en fonction des entreprises. Donc, et comment c'est une vraie question, même les sales, ils ne comprennent pas aujourd'hui comment on peut les utiliser, qu'est-ce que ça va nous apporter comme valeur. Ouais. Donc, je rejoins Alix là-dessus. Et moi, j'avais un autre thème que j'aurais bien aimé qu'on adresse, parce que c'est un sujet de tous les jours, je pense, dans beaucoup de boîtes de tech. C'est l'alignement sales et customer success. Ok. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler chez Salesforce sur un très, très grand compte avec une customer success globale qui s'appelle Orlan Hazard. Et du coup, voilà, je pense qu'on avait réussi à créer une réelle alchimie sales, customer success. Et vraiment, je trouve que c'est un truc qui est difficile à craquer. Et voilà, je trouve que c'est pertinent de le redétailler, de le réfléchir, de voir comment on peut optimiser, parce qu'en fait, les sociétés, la maturité des sociétés, elles évoluent, les attentes, elles évoluent aussi. Et puis, beaucoup de cas, je trouve, dans les startups ou dans la tech, on a des rôles customer success qui sont pas, et sales qui sont pas toujours super bien définis. Et voilà, donc c'est un enjeu, un challenge que nos clients voient, que nous, on a aussi en interne, et qui, du coup, est intéressant d'essayer de peut-être faire un petit mémo, comme tu dis, Dylan, de se redire une chose là-dessus, quoi. Clairement. Bon, merci à toutes les deux pour ces 2 recommandations et ces 2 idées de sujet. C'est loin d'être le dernier épisode de Close pour le coup. Je voulais vous dire un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions aujourd'hui et pour tous les conseils actionnables que vous nous avez donnés. Aucun doute qu'ils seront très très utiles à bon nombre de sales et marketing. Je ne sais pas si vous êtes OK, mais peut-être que si des gens ont des questions à vous poser pour approfondir le sujet, s'ils peuvent vous contacter sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Ouais, top. Du coup, qu'ils n'hésitent pas s'il y a une question ou un sujet qu'ils veulent approfondir au vu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, je vous dis très bientôt pour un prochain épisode de Close. Et puis, un grand merci encore, Lucille et Alix, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci,